À 4 heures, sur une route déserte près de la frontière togolaise, 57 camions perçant la nuit comme un convoi ordinaire. Un drone s'élève, le ciel se verrouille et sous la farine et le lait surgissent fusils, grenades, roquettes, missiles, certains marqués 2023, pour 700 millions de dollars annoncés. Que signifie pour chacun cette fenêtre garantie de 3h45 à 4h20 que suit Ibrahim Traoré en temps réel? Parce qu'une attaque peut avancer sans tirer, seulement en maîtrisant route, horaire et flux jusqu'au cœur d'un État. Cette enquête promet une chose précise: montrer comment un pays peut être attaqué sans affrontement direct, par la seule maîtrise des routes, des horaires et des flux invisibles. Le bénéfice est que c'est ça clair, comprendre la méthode cachée de l'ingérence. Ici, l'événement spectaculaire n'est qu'une porte d'entrée vers une question plus large. À quelle vitesse un État relie-t-il des signaux faibles avant qu'ils ne se répliquent ailleurs, au Burkina Faso, comme dans tout le Sahel? Derrière chaque camion se dessine un risque cumulatif. Si un réseau s'est convergé sans être vu, il peut se déplacer, s'adapter, puis frapper sur un autre axe avec d'autres marchandises et la même logique. L'enjeu devient donc une souveraineté opérationnelle. Détecter l'anomalie dissimulée dans la routine logistique, reconstruire un système à partir d'indices fragmentés et comprendre pourquoi une synchronisation parfaite n'apparaît jamais par hasard. Ce que l'État d'apprend dans cette nuit déterminera sa vitesse de réaction demain. En moins de 2 heures après l'arrêt du premier camion, les enquêteurs comprennent que les 57 véhicules ne viennent pas du même point. Cette convergence, trop précise pour être spontanée, révèle un schéma conçu pour échapper au radar. À ce moment-là, l'affaire change de nature. Ce qui ressemblait à une interception frontalière devient une lecture de méthode. Des routes secondaires récurrentes, des points de regroupement discrets et des consignes distribuées en morceaux. Les chauffeurs ne se connaissent pas. Ils n'ont pas partagé la même origine. Pourtant, ils se retrouvent sur les mêmes axes, comme si chaque segment avait été calculé en amont. La fragmentation des instructions n'est pas un détail logistique, c'est un verrou de sécurité. Chacun ne sait qu'une partie du trajet, jamais l'ensemble, ce qui limite les fuites et empêche la vision globale. Le contexte du Sahel rend ce mécanisme encore plus sensible. Dans une région où les flux illicites existent déjà, une opération qui imite la normalité devient une arme en soi. Ici, la couverture n'est pas une cache au fond d'un véhicule, c'est un récit. Farine, lait, routine commerciale, horaires habituels. Mais la précision transforme tout. Un itinéraire peut se deviner, une temporalité se contrôle. La mention d'un créneau garanti entre 3h45 et 4h20 agit comme une signature. Quelqu'un anticipe les contrôles, connaît les marges et choisit le moment où le passage est le plus sûr. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré suit l'évolution non comme un simple fait divers, mais comme une séquence stratégique. Chaque camion intercepté confirme que l'enjeu dépasse les caisses. Il se situe dans la logique qui les met en mouvement. À mesure que le nombre d'interceptions augmente, la cartographie s'épaissit. Itinéraires convergents, références codées retrouvées, traces numériques éparses. L'hypothèse d'une contrebande opportuniste se fissure, puis s'effondre. La question devient alors plus lourde que la saisie d'elle-même. Si cette synchronisation a été possible ici, où pourrait-elle être reproduite demain et à quelle vitesse? Au cœur de cette nuit, un personnage donne une forme humaine à la vigilance. Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières dans la région des Canaries. Son expérience n'est pas seulement technique, elle est presque sensorielle. Il connaît le silence des routes, la cadence des camions, la différence entre une routine et une mise en scène. Ce qui l'alerte n'est pas un détail isolé, mais une cohérence trop parfaite, comme si l'ombre s'était organisée. Caboret agit sans bruit.
Il n'annonce pas une opération spectaculaire. Il compose une petite équipe, place des hommes, choisit le point d'arrêt et attend l'instant où le passage devient irréversible. Le premier camion est immobilisé, puis un deuxième, puis un troisième. À chaque interception, le même motif revient. Sous les sacs de farine et les caisses de lait, des armes soigneusement emballées, scellées de manière identique, rangées selon une logique unique. La découverte n'est pas seulement choquante, elle est méthodique, presque industrielle. Un micro-récit suffit à mesurer l'impact immédiat. Dans un poste de contrôle improvisé, un chauffeur répète qu'il n'a reçu qu'un fragment d'instruction, qu'il ignore d'où viennent les autres et qu'il devait simplement suivre un créneau sûr. Cette phrase, banale en apparence, fait basculer la perception. Personne ne tient le plan, sauf celui qui l'a conçu. Caboret comprend alors que son geste dépasse son unité. Il n'a pas arrêté un camion, il a interrompu une architecture. En d'autres termes, l'État n'est pas attaqué par la force mais par la précision. Le déclencheur tient en une image simple. Un camion ralentit, un poste apparaît. Un ordre bref, on coupe le moteur. Et, d'un coup, la routine cesse d'être crédible. Sous la farine et les caisses de lait, les premières armes surgissent emballées comme un stock prêt à être déplacé, pas comme un butin improvisé. Les codes récents, visibles sur certains marquages, ajoutent une dimension de fraîcheur inquiétante. Ce convoi n'a pas traversé la région par accident. Il a été préparé pour traverser maintenant. Dans les minutes qui suivent, tout s'accélère. Un deuxième véhicule est arrêté, puis un troisième. Les gestes se répètent, mais les implications s'épaississent. Même signature. Même méthode. Même logique de compartiment. La cargaison ne dit pas seulement ce qui passe, elle dit comment cela passe. Les, les chauffeurs, eux, restent des silhouettes isolées. Aucun ne peut raconter l'opération. Chacun ne connaît qu'un segment. On leur a donné des points. On leur a donné une heure. On leur a donné un silence. La fragmentation devient une arme. Elle protège le plan en empêchant qu'il existe dans une seule tête. Le crescendo se construit par accumulation. 3 deviennent 5, 5 deviennent 10. À chaque interception, de nouveaux indices apparaissent. Routes secondaires récurrentes, itinéraires convergents, points de regroupement presque invisibles. Dans des poches, sur des téléphones, des références codées surgissent. Pas assez pour dessiner une carte complète, mais assez pour comprendre une chose. La colonne visible n'est peut-être qu'une partie d'un dispositif plus vaste. Ce qui avance ici n'est pas seulement un trafic, c'est une capacité à faire passer quelque chose pour normal. Le moment culminant survient lorsque les auditions révèlent le détail qui verrouille la compréhension. Plusieurs chauffeurs évoquent un créneau garanti. Entre 3h45 et 4h20, la route devait être libre. Ce n'est plus une histoire d'itinéraire, c'est une histoire de temps. Quelqu'un maîtrise les horaires, quelqu'un anticipe les contrôles, quelqu'un sait quand le passage est le plus sûr. Et surtout, quelqu'un a assez d'assurance pour promettre cette fenêtre à l'avance. À ce stade, l'hypothèse d'un opportunisme s'effondre. Une improvisation ne garantit pas une minute, elle s'adapte. Ici, la minute est planifiée. À partir de là, les répliques commencent. L'affaire quitte le terrain et remonte vers le politique, non pas par discours, mais par logique. Une saisie massive n'est plus seulement une victoire opérationnelle, elle devient un révélateur de méthode. Si un réseau peut faire converger 57 camions sans alerter les radars, il peut se reproduire ailleurs, avec d'autres marchandises, d'autres axes, d'autres objectifs. La question n'est plus combien a été saisi, la question devient qu'est-ce que cela mesure. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré suit l'opération comme une séquence stratégique. Chaque camion arrêté confirme que la menace ne réside pas uniquement dans les caisses, mais dans la logique qui les met en mouvement. Le convoi devient un test grandeur nature. Mesurer ce que l'État voit, ce qu'il relie et combien de temps qu'il met à comprendre. Et quand un test est lancé une fois, il peut être relancé ailleurs. À la fin de la nuit, une certitude s'impose.
Cette dérive d'événements n'est pas accidentelle. Elle est la phase visible d'un plan conçu pour contourner la vigilance. Ce que le pays apprend dans 16 heures pèsera bien au-delà de cette frontière. Le premier chiffre est brut, 57 camions. Pour situer ce que cela signifie, une interception frontalière se présente souvent comme un épisode isolé, un véhicule, parfois deux, rarement une colonne cohérente. Ici, le volume transforme l'événement en architecture. 57, ce n'est pas seulement beaucoup. C'est une logistique qui suppose des départs de multiples, des itinéraires compatibles, une discipline d'exécution et un contrôle de la narration. Plus la colonne est grande, plus elle exige une organisation capable de faire passer l'exception pour la normalité. Et c'est précisément ce renversement qui compte. La quantité devient un langage, elle dit la confiance du dispositif dans sa capacité à se fondre dans la routine. Le deuxième chiffre frappe par son échelle, une valeur annoncée de 700 millions de dollars. Habituellement, un trafic opportuniste cherche une marge, une rotation, une discrétion. Une valeur aussi haute suggère une profondeur financière et une tolérance au risque qui dépasse en l'improvisation. Ce montant n'est pas une simple estimation comptable, il agit comme un indicateur d'intention. Une cargaison de cette valeur suppose des circuits, des décideurs, des financements et une planification suffisamment robuste pour accepter la perte partielle. Car même une saisie importante n'efface pas l'ambition d'un réseau qui peut se permettre d'aligner autant de capital. En d'autres termes, plus l'investissement est lourd, plus l'objectif tend à être structurel, pas seulement criminel. Le troisième repère est une fenêtre, de 3h45 à 4h20. En général, un itinéraire peut se deviner, un détour peut se tenter, mais le temps reste l'élément le plus difficile à verrouiller. Une fenêtre garantie promise à l'avance révèle une maîtrise fine du terrain, cette précision suggère un accès à l'information sur les contrôles ou une capacité à les contourner, ou les deux. Elle montre surtout que la menace est dynamique. Elle ne se contente pas de choisir une route, elle choisit un moment. Quand un réseau choisit un moment, il réduit le hasard à presque rien et transforme la sécurité en problème de synchronisation. Ces trois mesures, prises ensemble, structurent la preuve comme un triptyque. Le volume, 57, décrit l'ossature du dispositif. La valeur, 700 millions, décrit la profondeur d'intention et de financement. La fenêtre, 3, 45, 4, H20, décrit la capacité de contrôle du contexte. À partir de là, l'enquête ne peut plus rester une addition d'interceptions. Elle doit devenir une reconstruction de système. Relier les trajets convergents, comparer les origines des armes, recouper les traces numériques et comprendre comment une chaîne d'approvisionnement peut traverser plusieurs espaces tout en restant dissimulée sous une couverture commerciale ou humanitaire. Dans ce cadrage, Ibrahim Traoré exige que la preuve ne soit pas seulement spectaculaire, mais robuste. Les numéros de série doivent être vérifiés, les chauffeurs doivent être interrogés méthodiquement, les transferts doivent être recoupés sans exception. La force d'un dossier de cette nature ne tient pas à l'émotion d'une nuit, mais à la capacité de démontrer, point par point, qu'un plan existait, qu'il avait une logique et qu'il visait à tester puis contourner l'État. Deux lectures opposées se sont imposées dès que les premiers éléments sont devenus publics, et chacune possède une cohérence interne. La première thèse, souvent portée par certains observateurs internationaux, réduit l'affaire à un trafic d'armes classique. Dans cette lecture, le Sahel étant déjà traversé par des flux illicites, l'interception d'un convoi important ne serait qu'une variation quantitative d'un phénomène ancien. La mise en récit politique amplifierait l'événement pour renforcer l'autorité de l'État, justifier un durcissement sécuritaire ou consolider une légitimité interne. Autrement dit, un fait spectaculaire, mais pas une rupture. La seconde thèse, plus technique, accepte l'ampleur de la saisie tout en refusant l'idée d'une intention politique directe.
Elle rattache la synchronisation et la fragmentation des itinéraires à des méthodes éprouvées du grand banditisme transnational. Compartimenter l'information, diversifier les points de départ, éviter que les chauffeurs se connaissent et concentrer la valeur dans une fenêtre de passage optimale. Dans cette optique, parler d'ingérence reviendrait à surinterpréter une sophistication logistique sans preuve d'un objectif stratégique étatique. Ces deux lectures expliquent en une partie du tableau. Pourtant, elles se heurtent à plusieurs éléments concrets du dossier tel qu'il est décrit. Un réseau criminel cherche l'efficacité, mais aussi la discrétion. Il évite, autant que possible, des volumes susceptibles d'attirer l'attention. Ici, la présence de 57 camions semble au contraire assumée, presque comme un défi. La valeur annoncée de 700 millions de dollars augmente le risque, mais elle augmente aussi le message. Cela ressemble moins à une opportunité qu'à un investissement. Enfin, la fenêtre de 3H45 à 4h20 n'est pas seulement un moment favorable, c'est un créneau garanti, ce qui suppose une maîtrise fine du contexte. C'est sur ce point que l'approche de Ibrahim Traoré tranche. En considérant la combinaison des indices, logistiques, financiers et temporels, l'État choisit de traiter l'affaire comme un test de résilience et non comme un délit isolé. La décision oriente l'enquête vers la reconstruction d'un système plutôt que vers la capture de coupables séparés. Le Stillman révèle ainsi sa limite. Quand la méthode devient un message, le crime cesse d'être seulement du crime. Tout bascule et l'on comprend que ce n'était qu'un module. La bascule intervient lorsque les enquêteurs relient des documents dispersés à une même structure mentionnée dans des échanges cryptés. Le nom est discret, récurrent, presque banal, mais il agit comme une clé. Il ne décrit pas une cargaison. Il décrit une architecture. À partir de là, les armes cessent d'être des objets pris saisis. Elles deviennent des indices d'un système coordonné, capable d'assembler route, financement et temporalité sur plusieurs continents. Ce révélateur réordonne les éléments déjà connus. Les trajets convergent ne sont plus un hasard. La fragmentation des instructions n'est plus une précaution. Elle est un protocole. Et la fenêtre de 3H45 à 4h20 apparaît comme un test d'environnement. Mesurer les contrôles, mesurer les marges, mesurer le temps de réaction. La menace n'est plus locale. Elle devient scalable, déplaçable, reproductible. À ce stade, Ibrahim Traoré opte pour un choix stratégique. Exposer la mécanique plutôt que refermer l'affaire sur la saisie. La transparence devient un outil opérationnel. En ordonnant les preuves et en nommant les liens, l'État tente de retirer au réseau son avantage principal, le secret. Ce point charnière ne clôt rien. Il ouvre une phase où comprendre vaut autant qu'intercepter. Pour l'État, l'impact est d'abord une mutation de doctrine. La saisie ne prouve pas seulement qu'un convoi a été stoppé, elle prouve qu'une attaque peut progresser sans violence apparente par la maîtrise des flux. Le premier effet est donc une obsession nouvelle, relier vite. Relier des routes, relier des horaires, relier des indices numériques, relier des fragments d'audition. Un appareil sécuritaire habitué à traiter des incidents doit désormais reconstruire des systèmes. Ibrahim Traoré pousse cette logique. La preuve doit devenir robuste, vérifiable, partageable, parce que la puissance de la méthode adverse repose sur l'invisibilité. En interne, cela implique plus de détection, mais aussi plus de coordination entre postes frontaliers, renseignements et procédures. Pour les entreprises et les acteurs économiques, la conséquence est double et elle est paradoxale. D'un côté, la stabilité logistique devient un enjeu vital. Route, transport, horaire, tout ce qui ressemble à une routine peut être exploité comme couverture. De l'autre, la pression sur les contrôles peut ralentir les flux légitimes, créer des coûts et déplacer les itinéraires commerciaux.
un convoi normal n'est plus regardé comme normal. Dans les secteurs du transport et de la distribution, cela entraîne une demande accrue de traçabilité, de vérification et d'assurance, parce qu'un seul maillon vulnérable peut contaminer toute la chaîne. Le risque devient systémique. Il ne vise pas une cargaison, il vise la confiance. Pour les citoyens, l'effet se joue sur deux plans, psychologique et civique. Psychologiquement, l'affaire rappelle que la menace peut se camoufler dans le quotidien. Farine, lait, camion, routine. Cela produit une tension diffuse, mais aussi une revalorisation de la vigilance. Civiquement, la saisie devient un récit d'unité. L'idée qu'une action discrète, menée au bon moment, peut éviter une crise plus large. Dans les villages et les rues, la perception d'un État capable de réagir renforce un sentiment de cohésion. Mais cette cohésion a une contrepartie. Elle exige de la confiance dans les procédures et une résistance aux récits qui chercheraient à banaliser ou à manipuler l'événement. Pour la région, enfin, la conséquence est une onde de choc. Les pays voisins comprennent qu'un réseau capable de synchroniser 57 camions sur un axe peut tenter la même méthode ailleurs, avec d'autres frontières. L'affaire agit comme un catalyseur, renforcer la coopération, échanger des informations et harmoniser certains réflexes de contrôle. Elle modifie aussi le regard extérieur. Ce qui semblait un incident local devient un exemple de menace transnationale et un rappel que la stabilité du Sahel peut être attaquée sans bataille, simplement par la précision. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un commentateur que comme un gestionnaire de signal, rendre visible l'invisible avant que la méthode ne se répète. Dans un scénario de base, le Burkina Faso consolide l'apprentissage opérationnel sans parvenir à neutraliser entièrement la méthode révélée. Les contrôles deviennent plus intelligents, la coordination s'améliore et l'État traite davantage les flux comme des systèmes à cartographier. Mais la contrainte demeure. Plus la vigilance augmente, plus les réseaux adaptent leur camouflage. Le pays stabilise l'instant, tout en restant exposé à des tentatives de contournement sur d'autres axes. Dans ce cadre, l'enjeu principal n'est pas la victoire totale, mais la réduction des angles morts. Apprendre à relier plus vite que l'adversaire ne se déplace. Dans un scénario optimiste, la saisie agit comme un accélérateur de coopération. Le Burkina Faso transforme l'épisode en doctrine partagée avec ses voisins, notamment dans le Sahel, en renforçant l'échange d'informations et la synchronisation des réponses. La logique devient régionale. Surveiller les routes ensemble, comparer les signatures logistiques et rendre la reproduction plus coûteuse. La visibilité publique de la mécanique réduit l'avantage du secret et une vigilance citoyenne mieux structurée limite les complicités locales et les erreurs de perception. L'État gagne alors sur un point clé, la vitesse de détection, ce qui dissuade la répétition à grande échelle. Dans un scénario sombre, le révélateur provoque une contre-offensive discrète. Le réseau ou des acteurs liés à lui cherchent à tester d'autres fenêtres, d'autres frontières, ou à saturer les capacités de contrôle par des opérations parallèles. La pression sécuritaire peut aussi produire des tensions internes, débats sur l'autorité, fatigue sociale, rumeurs et fragilisation de la confiance. La désinformation devient un complément de la logistique, brouiller les signaux, diviser les interprétations et affaiblir la cohésion. Dans ce contexte, l'État réagit, mais le coût politique et économique augmente. Une recommandation de méthode s'impose, quel que soit le scénario, penser en condition plutôt qu'en certitude. Si la menace repose sur la synchronisation, alors la réponse repose sur la capacité à déplacer le temps, varier les contrôles, croiser les données, apprendre les signatures et anticiper les fenêtres.
Si l'adversaire gagne par l'invisible, l'État gagne en rendant les routines lisibles sans transformer la vie quotidienne en suspicion permanente. Pour le public, l'histoire n'est pas seulement celle d'une saisie, mais celle d'une leçon sur la manière dont une menace s'infiltre dans le quotidien. Elle commence par une image presque banale. Des camions, de la farine, du lait. Elle se transforme en rappel, ce qui ressemble à une routine peut être une couverture. Cette bascule y oblige chacun à revoir une intuition simple mais fragile. Si c'est ordinaire, c'est sûr. Ici, l'ordinaire est précisément le masque. Premier impact concret, c'est l'attention portée aux détails. Une fenêtre horaire garantie, des itinéraires qui convergent, des consignes fragmentées, ce sont des signaux faibles que l'on néglige facilement quand on vit avec la pression du quotidien. Le récit montre que la sécurité ne dépend pas uniquement d'un poste de contrôle, mais d'une capacité collective à reconnaître l'anomalie. Cela ne signifie pas devenir méfiant de tout, mais apprendre à distinguer la répétition normale d'une répétition trop parfaite. Deuxième impact, c'est la place de l'information. Plus un réseau fonctionne par invisibilité, plus la clarté des faits devient un outil de protection. Comprendre une méthode, c'est déjà réduire son pouvoir. Le public voit alors pourquoi la transparence, quand elle est structurée, peut être une arme opérationnelle. Elle retire au secret sa valeur stratégique. Mais la transparence exige aussi une discipline. Vérifier avant de relayer, résister aux récits qui cherchent à banaliser ou à amplifier sans preuve et refuser les raccourcis émotionnels qui divisent. Troisième impact, c'est la cohésion. Lorsque l'événement est interprété comme un test de résilience, il peut renforcer un sentiment d'unité parce qu'il rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une série de gestes coordonnés. L'idée la plus utile pour le public tient en une phrase. La vigilance est une pratique, pas une panique. C'est là que le récit devient action. La réponse ne peut pas se limiter à plus de contrôle. Elle doit devenir une méthode aussi reproductible que celle révélée par le convoi. Une feuille de route réaliste peut se structurer en 5 étapes, avec des responsabilités claires, des horizons courts et des indicateurs simples. D'abord, renforcer la détection aux frontières, tout de suite. Il s'agit d'équiper les postes critiques d'outils de surveillance et de recoupement, mais surtout d'un protocole commun, même grille d'alerte, même critères de suspicion, même procédure de signalement. Un indicateur utile serait le temps moyen entre anomalies repérées et partage de l'information. Ensuite, cartographier les flux, en continu. L'objectif est de repérer les convergences trop parfaites. Itinéraire secondaire récurrent, regroupement discret, répétition d'horaires. On peut suivre mois après mois le nombre de schémas logistiques identifiés et mis à jour, puis consolider la coopération régionale sur 60 à 40 jours. Un réseau qui traverse des frontières doit être suivi par un renseignement qui traverse aussi. Cela signifie échange structuré, alerte synchronisée et comparaison de signatures. On peut mesurer les délais de transmission et le taux de réponse croisé. Après cela, sécuriser la chaîne judiciaire et lutter contre la corruption sur le trimestre. Sans dossier robuste, la saisie reste un instant, pas une dissuasion. Ibrahim Traoré insiste ici sur une exigence. Preuves vérifiables, numéro de série, audition cohérente, recoupement systématique. Un repère simple serait le nombre de dossiers finalisés et la qualité des recoupements. Enfin, engager la société par l'éducation civique sans dramatisation. La vigilance citoyenne doit viser la vérification, pas la suspicion. Des signes concrets peuvent être la participation au programme, la qualité des signalements et la baisse des rumeurs. Le principe directeur est simple. Réduire les angles morts, accélérer la liaison des indices et rendre l'invisible progressivement lisible. L'image qui reste n'est pas celle des caisses ouvertes, mais celle d'un symbole façonné après la nuit.
Musa Caboret tient une cloche forgée à partir des armes saisies, et ce geste déplace le récit. On ne parle plus seulement d'interception, on parle de transformation. L'objet ne triomphe pas de la menace. Il rappelle que la menace a été rendue visible, puis reconfigurée en signe de vigilance. Dans les villages, dans les rues, ce symbole circule comme une mémoire partagée. Il dit que la souveraineté ne se défend pas uniquement par la force, mais par la cohérence. Observer, relier, agir au bon moment. Il dit aussi que la routine n'est pas neutre, qu'elle peut être détournée et qu'elle doit être comprise avant d'être subie. Caboret devient alors le personnage guide d'une idée simple: l'attention sauve avant que l'alarme n'explose. Ibrahim Traoré, au milieu de cette scène, insiste sur une nuance décisive. La victoire ne réside pas dans la quantité saisie, mais dans la capacité du pays à apprendre la méthode et à en briser le secret. Et l'idée se fixe: une nation tient quand elle relie. Cette histoire n'est pas une fin, mais un seuil. Elle montre qu'une frontière peut être attaquée sans bataille, qu'un convoi peut être une question, et qu'une fenêtre horaire peut devenir une arme. Elle montre aussi qu'une réponse ne se mesure pas seulement en saisie, mais en capacité collective à reconnaître la méthode avant qu'elle ne se répète. Dans ce cadre, la cloche forgée après la nuit n'est pas un trophée, c'est un rappel que la vigilance se construit dans la durée. Si cette enquête a une portée, elle tient dans un mouvement simple: passer de l'émotion à de la lecture à l'action, de l'action à l'habitude. Que signifie, pour une société, rester souveraine quand l'ingérence se cache dans la normalité? Quels signaux faibles méritent d'être pris au sérieux sans basculer dans la suspicion permanente? Si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez partager la lecture que vous retenez: trafic amplifié, crime transnational ou test de résilience. La réponse commence souvent par une question bien posée.